Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui en intéresse plus d'un et qui fait couler pas mal d'encre. Je veux parler de l'IA. Donc, c'est une technologie qui permet à des machines comme des ordinateurs ou des superordinateurs de penser, d'apprendre comme nous. On parle souvent de deux grands types d'IA, les IA faibles, celles qui servent du coup d'assistants vocaux comme Siri ou Alexa, ou alors les IA fortes comme ChatGPT, Gemini, Grok, Mistral AI, etc. Donc elles sont capables de comprendre, de s'adapter à n'importe quelle situation comme nous le ferions, nous les humains. Et on n'est pas encore arrivé au bout de nos surprises. Je pense que d'ici les mois, les années à venir, elles vont encore progresser. C'est de plus en plus bluffant. Je sais qu'il y a de ça maintenant peut-être un peu plus d'un an, on avait fait passer un bilan psychologique, si on peut dire ça comme ça, un test de QI à ChatGPT. Il avait atteint la note de 165. Bon, ben c'est le score d'Einstein ou un peu plus ou un peu moins, mais bon, voilà. Donc ça vous laisse un peu imaginer le potentiel de ces machines-là. Sans plus attendre, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Pour faire simple, on va déjà commencer par comment fonctionne l'IA. Donc une IA, faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même un ordinateur, un super ordinateur qui fonctionne grâce à des programmes. Ces programmes, en fait, ce sont des algorithmes. Pour vulgariser la chose, un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Et ça va être par exemple un algorithme qui va être classé par exemple les chiffres dans un ordre du plus grand au plus petit. Donc on va commencer par lui montrer deux chiffres en lui disant de réorganiser les chiffres à l'endroit, etc. Et petit à petit, l'ordinateur va être capable de prendre des décisions de plus en plus efficaces à force d'apprendre. Donc ça, c'est les algorithmes qui vont ensuite faire le travail. Et grâce à ces algorithmes, par exemple, on est aujourd'hui capable sur Instagram, Facebook, YouTube, etc., de vous proposer du contenu en fonction de ce que vous avez liké, de ce que vous avez regardé, etc. Donc il faut quand même se dire que ces algorithmes sont relativement efficaces et du coup, ça fait de l'IA une redoutable arme, on va dire, pour les médias, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que une fois qu'ils ont réussi à capter l'attention des personnes qui les intéressent, ces informations-là se propagent vraiment très très vite grâce aux algorithmes. Donc maintenant que je vous ai parlé des algorithmes, on va parler des modes d'apprentissage. J'ai donné un exemple du coup tout à l'heure avec les chiffres. Mais du coup, j'ai un petit peu spoilé sans le vouloir. Donc, on va attaquer par, du coup, un petit peu comme pour les chiffres, l'apprentissage supervisé. Donc, on va montrer par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 photos de chiens à une IA jusqu'à ce qu'elle finisse par reconnaître les chiens. On va faire pareil pour plein de choses, plein de situations, plein de mots, etc. Et puis c'est pas ce qui manque aujourd'hui, étant donné les banques d'images sur le net et toutes les informations en fait qui circulent, il y a largement de quoi entraîner les IA et faire en sorte qu'elles soient de plus en plus performantes. En fait, c'est ni plus ni moins que toute la connaissance de l'humanité qui est capable d'alimenter ces IA. Alors c'est magnifique, mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai que ça peut être effrayant aussi. On va continuer du coup avec un second type d'apprentissage, donc l'apprentissage non supervisé cette fois-ci. Dans ce cas-là, l'IA est gavée d'un tas de données jusqu'à ce qu'elle arrive par elle-même à trouver des patterns ou des groupes pour pouvoir classifier les éléments et trouver ses solutions par elle-même. Ou alors, on a l'apprentissage par renforcement. Dans ce cas-là, on laisse l'IA se débrouiller vraiment toute seule. On la lâche et elle va apprendre par erreur et, et essai. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu comme vous, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous terminez pas le niveau parce que vous avez perdu, vous avez compris où était l'erreur, vous allez recommencer, ne pas faire l'erreur, aller plus loin, refaire une erreur, recommencer,
sautez les 2 premières erreurs parce que vous aurez réussi à les éviter, et ainsi de suite. Ça va être pareil pour l'apprentissage par renforcement pour l'IA. C'est beaucoup plus long, mais on obtient peut-être un résultat un peu plus précis à voir. Du coup, la suite, c'est ni plus ni moins que la question: pourquoi l'IA est-elle de plus en plus omniprésente? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on traite des quantités astronomiques de données sur le web, et l'IA en fait nous aide à les trier, à les répertorier, à les diffuser de manière ciblée au public du coup que ça intéressera, pour tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes de streaming, etc. Par exemple, quand vous regardez Netflix ou Amazon Prime, on vous demande toujours si vous avez aimé le film ou l'épisode de la série que vous venez de voir. C'est pas pour rien. En fait, quand vous remplissez du coup ces champs-là en mettant le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas, tout ce que vous faites, c'est entraîner l'IA à vous proposer ou non ce type de contenu. Et puis il y a une autre raison aussi, à la présence de plus en plus élevée de l'IA dans tous les domaines, c'est la puissance de calcul qui devient de plus en plus énorme grâce aux GPU qui sont présents dans les supercalculateurs et qui nous permettent de faire de plus en plus de calculs par seconde et d'avoir des puissances de calcul astronomiques. Du coup, l'IA va être capable d'apprendre beaucoup plus vite, d'être plus efficace et du coup de se rapprocher de plus en plus, je pense, du test de Turing, un petit peu comme dans le film Ex Machina dont on voit les images actuellement. C'est vrai que c'est un peu flippant, mais si on continue comme ça, je pense qu'on va y arriver. Je pense que il faut quand même cloisonner un petit peu. L'IA, c'est vraiment génial, mais si ça arrive à ce point-là, ça peut être un petit peu flippant, ouais. Et du coup, quand on parle d'omniprésence de l'IA, peut-être que vous l'utilisez sans le savoir. Votre assistant vocal dans votre téléphone, Siri, Google Assistant, les filtres photos sur Instagram, les voitures autonomes qui se débrouillent avec tous les capteurs qu'elles ont à leur disposition pour rester sur la voie, garder les distances de sécurité, etc. Et même dans le médical, aujourd'hui, on utilise l'IA pour diagnostiquer par exemple les cancers de manière plus précoce et faire en sorte que les patients arrivent à vivre dans de meilleures conditions et plus longtemps. Donc vous vous rendez compte que l'IA peut faire peur, mais par contre elle peut avoir aussi une grande utilité, et je pense qu'en fait dans les années et les mois à venir, si on sait cloisonner correctement, elle va nous permettre en fait de faire évoluer grandement beaucoup de secteurs d'activité, tout en potentiellement améliorant le confort de travail des gens. Mais il va falloir qu'on fasse en sorte, tous les États, de cadrer tout ça et de ne pas laisser partir, on va dire, toutes les expérimentations dans tous les sens, afin de garantir, on va dire, une certaine sûreté internationale. On arrive maintenant aux questions les plus graves de cette vidéo. J'en ai déjà parlé quelques fois déjà depuis le début de la vidéo, parce qu'en tout cas c'est des sujets qui me questionnent énormément, qui me passionnent, mais qui en même temps me font peur un petit peu au fond de moi. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil, on est fasciné par la puissance de calcul de l'IA, par son efficacité et puis le côté amusant. Par exemple, quand on parle avec ChatGPT, c'est plutôt marrant. Il nous aide aussi à traiter des tâches et à préparer par exemple des projets de manière vraiment efficace, tant et si bien qu'on utilise les bons prompts. Les prompts, c'est ni plus ni moins que les consignes qu'on lui donne. Il faut savoir que quand on s'adresse à une IA, il faut considérer qu'on parle à un humain. Il faut se présenter, être poli, dire bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir. Ça fournit de meilleurs résultats. Alors ça peut faire rire certaines personnes, mais ça a été testé et avéré. Du coup, niveau avantage, c'est sûr que, comme je l'ai dit, on a du gain de temps, meilleure précision, par exemple, pour tout ce qui est examens médicaux.
L'automatisation des tâches aussi, ça va être pas mal. Comme ça, on pourra par exemple mettre des IA sur des tâches rébarbatives et grâce à certaines machines, on pourra peut-être décharger certains personnels qui depuis des générations chopaient des troubles musculo-squelettiques, donc ça n'a pas que du mauvais. Mais par contre, on va dire que les côtés néfastes, et c'est cela qu'il va falloir prévoir et anticiper dans l'avenir, c'est les biais, les travers de l'IA qui pourraient mal apprendre, se tromper, prendre de mauvaises décisions. Si jamais elle venait à développer une conscience, comment se comportera-t-elle? Quelles limites pourrons-nous lui mettre? On a déjà eu le cas de 2 IA expérimentales qui étaient entraînées pour parler dans un langage humain et qui se sont mises tout en utilisant des mots humains, en fait, à parler entre elles dans un tout autre langage en répétant X fois le même mot, ce qui en fait donnait par langage codé toute autre phrase. Donc il faut quand même se méfier, il faut quand même pas oublier que derrière tout ça on a de super calculateurs. Le cerveau humain est une superbe machine capable de faire des centaines de milliers de calculs par seconde, voire peut-être par microseconde, je sais pas. Mais l'IA est quand même beaucoup plus efficace que nous pour effectuer, on va dire, une somme astronomique de calculs hyper complexes. Après, on a aussi le côté dépendance. Jusqu'où doit-on se servir de l'IA? Il faut aussi pas oublier de se servir de notre tête, sinon finalement, si on arrête de réfléchir et qu'on confie tout à l'IA, on va vers, on va dire, une baisse de la qualité intellectuelle humaine. Et je pense que c'est pas forcément un bon point. Il faut que l'IA reste un outil et non qu'elle devienne notre cerveau. Et puis il y a aussi l'éthique. L'IA, c'est très bien. On utilise aujourd'hui par exemple des IA, comme je disais, dans le médical. Mais l'IA, c'est aussi des chatbots qui sont capables de coder. Et on le sait très bien, certains pirates informatiques s'en servent pour coder des virus. Donc on a le revers de la médaille comme pour tout, comme pour Internet, etc. Sauf que je pense que là, voilà, il va falloir qu'on arrive à sérieusement encadrer tout ça, à prévoir des garde-fous et faire en sorte que l'IA reste le plus éthique possible. Des travers, il y en aura toujours, mais il faut arriver à se préserver de cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo sur l'IA. J'ai mis forcément une partie personnelle, ma vision des choses. J'ai essayé quand même de détailler les choses au mieux, en utilisant des mots simples et sans trop rentrer dans les détails. L'essentiel, c'était surtout d'avoir une vision globale de l'IA, des différents types d'IA, des différents types d'apprentissage pour l'entraîner et savoir un petit peu comment ça fonctionnait, sans trop rentrer dans le côté technique pour pas que ce soit, on va dire, barbant pour les personnes qui comprennent pas. Et puis c'est surtout pour aussi poser la question, que pensez-vous de l'IA? Comment voyez-vous l'avenir avec elle ou sans elle? Que feriez-vous pour cadrer tout ça? Je serais curieux un petit peu d'avoir votre sensation à son sujet en commentaire. Cliquez sur la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.